Bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux et toutes celles qui suivent ces vidéos. Cette fois-ci, je vais présenter la vidéo en langue française. Pourquoi? Parce que j'ai constaté à travers des commentaires dans les vidéos que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube qu'il y a des spectateurs qui sont français et françaises, ainsi que des spectateurs de plusieurs autres nationalités. Sachant que en Tunisie, on parle bien le français. Et par la suite, j'ai choisi de présenter cette nouvelle vidéo en langue française entièrement. Alors, salut à tous et à toutes. Comme d'habitude, la vidéo est dirigée pour la culture de la santé. Je rappelle que je n'ai aucun intérêt matériel à travers ces vidéos que je suis en train de publier sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Je rappelle aussi que, à mon avis, ces vidéos peuvent aider les étudiants en spécialité de physiothérapie dans la révision pour les examens cliniques. Je rappelle aussi que je demande aux spectateurs qu'ils ne font pas les exercices et les méthodes que je suis en train de présenter seuls. Les exercices et les méthodes en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique, et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire, lorsque une personne a besoin d'aller à un physiothérapeute, elle va au physiothérapeute et c'est le kinésithérapeute qui va choisir les méthodes et les exercices qu'il va utiliser lors du diagnostic physiothérapique et lors du traitement physiothérapique selon le cas présenté devant lui. Pour aujourd'hui, la vidéo va concerner ce qu'on appelle la dystonie musculaire. Alors, c'est quoi la dystonie musculaire? C'est des contractions involontaires, des contractions musculaires involontaires lors de mouvements volontaires. Si on suppose qu'une personne s'est présentée devant nous comme kinésithérapeute et elle se plaint des difficultés à écrire ou des difficultés à maintenir la tête dans la position neutre ou des difficultés à maintenir le genou en position neutre pour marcher et d'autres types de déséquilibre. Et cela s'accompagne par des contractions involontaires lors de mouvements volontaires. C'est la dystonie musculaire. Pour faire le diagnostic physiothérapique, je vais vous parler de ce tableau clinique. Alors, si on suppose qu'un patient se présente devant nous comme kinésithérapeute et que le patient, comme j'ai dit, présente des contractions involontaires lors de mouvements volontaires. Ça, c'est de 1. De 2, une perte
de la proprioception, c'est-à-dire, plus précisément, une incapacité à savoir la position du cou, c'est-à-dire du rachis cervical, pour le cas de dystonie au niveau du rachis cervical. Il est incapable de savoir la position de l'os tibial et de l'os péroné, je répète, lors de dystonie musculaire au niveau du genou, et il est incapable de savoir la position de ses doigts dans l'espace lors de dystonie au niveau des doigts et au niveau de la main. Ce sont des exemples de dystonie musculaire. Alors là, il présente des troubles de proprioception, des troubles de perception de la position lors de la position au repos, des troubles de proprioception, et dans ce cas, c'est un signe positif. Ce signe positif, accompagné par le signe de tremblement et de contraction involontaire, on dit plus précisément contraction involontaire parce que, en fait, le tremblement, en cas de dystonie musculaire, est dû aux contractions involontaires musculaires. Alors, comme j'ai dit, si le deuxième test est positif, le deuxième signe est positif, et le premier signe est positif, on parle de dystonie musculaire comme diagnostic physiothérapique. Certaines personnes peuvent me demander, est-ce que le tremblement ne peut pas être dû à la maladie de Parkinson? Je rappelle que lors d'autres vidéos, dans une autre vidéo, j'ai parlé dans une vidéo entière du diagnostic physiothérapique et du traitement physiothérapique de la maladie de Parkinson. Et par la suite, on peut faire la différence entre une dystonie musculaire et la maladie de Parkinson. Je rappelle aussi, ou bien je vais dire pour la première fois, c'est plus juste que parmi les caractéristiques de la dystonie musculaire, le fait que les contractions involontaires, c'est-à-dire la dystonie musculaire, lors de mouvements volontaires, va s'accentuer dans des amplitudes plus que d'autres amplitudes lors du même mouvement, ce qui est caractéristique à la dystonie musculaire et peut la caractériser par rapport à la maladie de Parkinson. Le tremblement au cours de la maladie de Parkinson, il est de la même cotation dans le même mouvement, alors que la dystonie musculaire, elle peut, lors d'un même mouvement, être d'une intensité précise, dans un angle précis du mouvement, alors qu'elle s'intensifie au-delà de cette amplitude du même mouvement. Le tableau clinique peut contenir aussi des troubles fonctionnels, aussi que de la douleur. Mais essentiellement, les deux premières causes, les deux premiers signes, les deux premiers tests peuvent donner le diagnostic physiothérapique de dystonie musculaire. Passons actuellement au traitement physiothérapique. Alors,
pour passer au traitement physiothérapique, il faut savoir des astuces que le kinésithérapeute sait et connaît en ce qui concerne cette pathologie. Et ça va être des clés dans le traitement physiothérapique. Comme j'ai évoqué au début de la vidéo, le trouble de perception de la position d'un segment du corps, par exemple le rachis cervical lors de la dystonie musculaire au niveau du rachis cervical, le tibia et le péroné lors de la dystonie musculaire au niveau du genou, les doigts lors de la dystonie musculaire au niveau de la main. Là, il faut savoir que cette perte de perception de la position de ces segments est caractéristique de cette pathologie. Et en fait, on doit corriger ça. On doit réactiver la proprioception. On doit réactiver la reconnaissance et la perception de la position de ces segments selon, entre parenthèses, selon à quel niveau la dystonie musculaire est installée, et on ferme la parenthèse. On doit aussi savoir que le problème de dystonie musculaire fait suite à une désactivation de certains muscles qu'on appelle les muscles antagonistes. Antagonistes à quoi? Antagonistes aux muscles responsables des mouvements qui favorisent la dystonie musculaire. À titre d'exemple, si on a une désactivation des muscles responsables de l'activation de l'inclinaison à droite, comme ça, du rachis cervical, la dystonie s'installe, dans ce cas, la dystonie musculaire au niveau du rachis cervical s'installe à gauche, en inclinaison à gauche. Et on peut aussi parler de torticolis. Je rappelle que j'ai parlé du diagnostic physiothérapique et du traitement physiothérapique de torticolis. Voilà. Alors, une sous-activation ou bien une non-activation de ces muscles antagonistes au mouvement où il y a la dystonie musculaire favorise cette dystonie musculaire. Et par la suite, on doit activer ces muscles. Mais sachez encore qu'il y a d'autres choses à savoir. Parmi les problèmes qu'on doit traiter lors de la dystonie musculaire, le fait que lors de l'activation des muscles antagonistes aux muscles responsables du mouvement favorisant la dystonie musculaire, il peut y avoir par exemple, une inclinaison lorsqu'on cherche à activer le muscle de l'inclinaison à droite, il peut y avoir une activation en même temps de muscles qui ne sont pas acteurs dans l'inclinaison à droite. Et par la suite, ça va retarder le traitement de la dystonie musculaire. Mais il y a deux solutions. Je vais parler de ça
dans quelques minutes. Un autre problème qui s'oppose et qu'on doit traiter aussi, à part la proprioception et à part l'activation de muscles antagonistes aux muscles responsables du mouvement qui favorise la dystonie musculaire et le possible recrutement de muscles qui ne sont pas des muscles acteurs dans le mouvement antagoniste au mouvement qui favorise la dystonie musculaire, il y a le problème de la douleur qui peut être présent. Sachez aussi que la dystonie musculaire, lors d'un même mouvement, par exemple une inclinaison à gauche, peut être d'une intensité dans un angle d'inclinaison à gauche, par exemple inférieur ou supérieur à l'intensité de la dystonie musculaire lors de l'inclinaison à gauche dans un angle différent du premier angle. Et là, on doit traiter la dystonie, quelle que soit son intensité. J'ai donné l'exemple du rachis cervical. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la dystonie au niveau des doigts, la dystonie musculaire au niveau des doigts. Et dans ce cas, c'est le même principe de diagnostic physiothérapique, mais en raisonnant sur l'articulation de la main et le principe du traitement physiothérapique et l'activation du muscle antagoniste aux muscles responsables de mouvements favorisant la dystonie musculaire et aussi la récupération de la perception correcte des doigts et de la main en général dans l'espace. Voilà. Donc, un travail de proprioception. Sachez aussi que lors de la dystonie musculaire au niveau de la main, des mouvements vont devenir très difficiles, tels que l'écriture, tels que tenir des choses, des objets, c'est-à-dire des objets, voilà, tels que les mouvements, par exemple, de pince, pouce par exemple index, et d'autres gestes fonctionnels qui seront de plus en plus difficiles et même handicapantes aux patients dans certains cas. De même, pour la dystonie au niveau du genou, il faut récupérer la perception de la position de l'os tibial et de l'os péroné dans l'espace, ainsi que il faut récupérer la position neutre du genou, traiter la dystonie musculaire et par la suite les contractions involontaires lors de mouvements volontaires. Il faut activer les muscles antagonistes, par exemple si la dystonie musculaire se voit lors de l'extension du genou, elle est au niveau du quadriceps par la suite, et on doit activer le muscle ischio-jambier. Voilà. Et puis, on doit récupérer un contrôle moteur convenable au niveau de l'articulation du genou. Si la dystonie musculaire touche le genou, un contrôle moteur au niveau du rachis cervical. Si la dystonie musculaire touche le rachis cervical, et un contrôle moteur au niveau de la main et des doigts, au niveau du radius, au niveau de l'ulna et au niveau des os des doigts, si la dystonie touche la main. Voilà en ce qui concerne
le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Mais je vais vous parler d'un enchaînement pour chacun de ces cas. Alors, si la dystonie touche le rachis cervical, si on suppose que la dystonie musculaire se voit lors de l'inclinaison à gauche du rachis cervical. Alors, de 1, il faut relâcher les muscles aux alentours. Relâcher les muscles aux alentours. L'ultrason est important. L'électrothérapie à basse, très basse fréquence, elle est si importante dans ce cas. Ensuite, comment on va agir? On va utiliser une astuce si importante pour réactiver les muscles antagonistes aux muscles qui favorisent les mouvements favorisant la dystonie musculaire. C'est-à-dire, dans ce cas qu'on a supposé, on va activer les muscles de l'inclinaison à droite. Alors, si vous voulez, certains peuvent penser à des exercices de type inclinaison à droite, inclinaison à droite, inclinaison à droite, et puis résister à l'inclinaison à droite, résister. Alors, c'est faux. Vous voyez, la kinésithérapie trouve des solutions très précises à plusieurs pathologies. Et on ne traite pas de la même façon tous les cas. Non, il y en a plein de méthodes et plein d'exercices et plein de spécificités de traitement physiothérapique, comme il y a plein de spécificités, de diagnostic physiothérapique, de méthodes de diagnostic physiothérapique. Alors, sachez que si on active rapidement vers l'inclinaison à droite les muscles antagonistes aux muscles de l'inclinaison à gauche, alors là, il peut y avoir un recrutement de muscles aux alentours qui n'ont aucune action dans l'inclinaison à droite. Et pour éviter ça, et pour aller correctement, et surtout que notre objectif est de favoriser la correction de la position du rachis cervical et de la perception de la position du cou par le patient, et que les mouvements se passent tous sans dystonie, on doit aller dans des petites amplitudes. Alors l'activation doit être de 1 sans résistance et de 2 avec des petites amplitudes, avec une répétition maximale le long de la journée. Par exemple, je demande une légère amplitude d'inclinaison à droite. Je demande au patient de refaire cet exercice. Cela empêche d'autres muscles aux alentours d'être recrutés lors de mouvements d'inclinaison à droite. Regardez petit à petit. Une fois qu'il a pu maintenir cette amplitude, on va voir que de l'autre côté, il y aura une diminution de la dystonie. Une fois qu'il revient à la position d'inclinaison à gauche, la dystonie musculaire va diminuer. Le deuxième jour ou le troisième jour, on demande au patient de travailler dans des amplitudes plus grandes, mais toujours progressivement. Et puis, si on va vers l'autre côté, où il y avait une dystonie musculaire, lors de l'inclinaison à droite, ça va diminuer, voire disparaître. Voilà.
inclinaison à gauche, jusqu'à atteindre toute l'inclinaison à droite. Et puis, aller doucement vers toute l'amplitude de l'inclinaison à gauche. Est-ce que la résistance doit être appliquée contre l'inclinaison à droite, la résistance manuelle? Bien sûr que non. L'application d'une résistance va favoriser le recrutement de muscles aux alentours qui n'ont rien dans l'inclinaison à droite, et donc le travail résisté, il est à éviter. Continuons notre travail et on doit améliorer la perception de la position du cou, c'est-à-dire du rachis cervical, dans l'espace. Ce travail, les kinésithérapeutes le savent, c'est un travail de proprioception. Et par la suite, on demande au patient de fermer les yeux. Fermer les yeux et on va l'entraîner à savoir la position correcte de son rachis cervical. Pourquoi ça? Parce que lors de la dystonie musculaire, parfois, le patient s'habitue à reconnaître d'une façon fausse que la position du cou, dans une position qui n'est pas la position neutre du rachis cervical, est la position neutre. C'est-à-dire, il peut avoir une dystonie, il peut avoir un rachis cervical en inclinaison à gauche et le corps va croire que la position que cette position est la position neutre. Alors, un travail de proprioception qui commence par un travail avec les yeux fermés et un réentraînement à la perception de la position du rachis cervical dans l'espace doit être fait pour corriger la perception de la position du rachis cervical lorsqu'il est dans la position neutre et lorsqu'il est en inclinaison à droite ou à gauche ou en rotation ou en flexion ou en extension. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé à ce niveau, le travail de traitement physiothérapique devient plus facile. Pourquoi ça? Alors, le patient a récupéré sa proprioception, la perception de la position du rachis cervical dans l'espace, la dystonie a disparu ou a diminué considérablement, et là, on passe à des étirements pour assouplir le rachis cervical. Assouplissement à travers des étirements, j'ai dit, d'une façon très douce. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau, on a traité la dystonie. Et puis, on va réentraîner le patient à reconnaître la position de son rachis cervical lors d'une inclinaison maximale et lors d'une inclinaison à droite maximale, ainsi que lors d'une inclinaison à gauche maximale, lors d'une rotation à droite maximale et une rotation à gauche maximale, lors d'une flexion maximale et lors d'une extension maximale. Passons au niveau des doigts, la dystonie musculaire au niveau des doigts. Là, c'est un travail qui dure, comme au niveau du rachis cervical. Alors, on va commencer par l'activation des muscles antagonistes aux muscles où il y a la dystonie. Voilà, par exemple,
Là, on peut activer même les muscles responsables de la flexion interphalangienne ou bien de l'extension du doigt, etc. Selon le cas, on va activer dans des petites amplitudes, j'ai dit bien dans des petites amplitudes et sans résistance, les muscles antagonistes au schéma de la dystonie musculaire. Voilà, par exemple, extension, 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 ou bien, selon le cas, flexion interphalangienne, flexion interphalangienne, flexion interphalangienne, et je refais cet exercice plusieurs fois. Voilà, par exemple, le mouvement pince. Index, pouce, index, troisième doigt, index, quatrième doigt, index, petit doigt, c'est-à-dire index, cinquième doigt. Voilà, on active et puis petit à petit, on va, en relâchant le muscle de la main et des doigts, on va récupérer et réentraîner le patient à réécrire, par exemple. Voilà, la pince, pour la pince par exemple, index, pouce pour tenir le stylo, et on doit là veiller, et on doit là veiller à ce que le patient écrit tout en relâchant les muscles responsables du mouvement de dystonie. Là, c'est une astuce que c'est le kinésithérapeute. Petit à petit, il va réapprendre à écrire tout en ayant les muscles responsables du mouvement de la dystonie musculaire relâchés. J'ai oublié de dire que en activant les muscles antagonistes aux muscles responsables du mouvement de la dystonie musculaire, on revient chaque 2 ou 3 séries d'exercices, on revient avec une série d'exercices vers le mouvement où il y a la dystonie musculaire, mais dans des petites amplitudes, et le patient va découvrir que ça va diminuer, c'est-à-dire la diminution va diminuer. Le travail sera dans des petites amplitudes, petit à petit, au fur et à mesure qu'on active le muscle, les muscles antagonistes aux muscles responsables de la dystonie musculaire, les contractions involontaires lors de mouvements volontaires vont diminuer. Il faut savoir aussi que l'utilisation de la cryothérapie et aussi de l'ultrason et de l'électrothérapie à basse fréquence est si importante. Il faut travailler aussi la proprioception, c'est-à-dire la reconnaissance de la position de la main et de la position des doigts dans l'espace, toujours avec le même principe, les yeux fermés du patient, puis les yeux ouverts. On va passer ensuite à la dystonie la dystonie musculaire au niveau du genou. Si on suppose que la dystonie musculaire se présente lors de l'extension du genou. Là, bien sûr, vous avez compris le principe, on va travailler les muscles antagonistes au quadriceps, c'est-à-dire les ischio-jambiers. Il faut les activer doucement, dans des petites amplitudes. Et là, c'est l'astuce où il y a une efficacité du résultat et qui permet le non-recrutement de muscles aux alentours du genou qui ne sont pas des muscles fléchisseurs, mais qui peuvent être recrutés lors de mouvements d'activation des ischio-jambiers si on applique une résistance ou bien si on part dès le début dans des grandes amplitudes de flexion du genou. Voilà. Ainsi, on active dans des petites amplitudes
les ischio-jambiers, c'est si important. Ensuite, on travaille la proprioception, la reconnaissance de la position de l'os tibial et de l'os péroné dans l'espace. Yeux fermés, puis yeux ouverts. Et puis, on va travailler la proprioception avec un bon contrôle moteur, des exercices de fente avant, de fente latérale et de fente arrière. Il ne faut pas oublier de relâcher les muscles à travers l'électrothérapie à basse fréquence, à travers l'ultrason aussi, et à travers la cryothérapie. La cryothérapie, surtout pour la lutte contre la douleur, si elle existe. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo et merci pour ceux qui vont suivre cette vidéo.